Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes réunis ce soir avec plusieurs témoins pour évoquer la situation en Ukraine. J'ai à ma gauche madame Maria Denisenko qui va nous parler, qui est ukrainienne d'origine, enfin qui est des origines familiales ukrainiennes, qui va nous parler un peu de la situation dans son pays. Monsieur Davoine, qui représente la municipalité du Cateau, c'est Jean-Marie, je crois. Mathieu, pardon. Oui, Jean-Marie est là. Jean-Marie, c'est à ma droite. Et monsieur Jean-Marie Faugeroux, qui va nous expliquer un peu les raisons de ce conflit et puis ce que l'on peut faire tous ensemble pour apporter une aide concrète à une situation qui est dramatique et qui existe depuis le 24 janvier. Personne n'y était vraiment préparé. Alors je vais passer tout de suite la parole à madame Denisenko pour qu'elle nous explique un peu concrètement comment les choses se passent en Ukraine et comment ici les choses sont ressenties et comment on peut faire quelque chose. Voilà, bonsoir, je suis d'origine ukrainienne, je suis née en France, mais de double culture. Mes parents m'ont appris l'ukrainien, l'histoire ukrainienne, ils m'ont appris à lire et à écrire l'ukrainien. Et j'ai toujours vécu en France, d'ailleurs toujours vécu près de Le Cateau, à Troisville, où je suis revenue en retraite. Et donc j'ai bénéficié d'une double culture. Je suis totalement française et totalement ukrainienne. Alors, lorsque nous avons entendu dire que des tanks cernaient toutes les frontières de l'Ukraine, tout d'abord, nous avons, comme tout le monde, pensé que c'était des manœuvres, mais curieuse, ce qui nous a un peu interpellés, c'était la façon dont ces manœuvres étaient organisées et la façon massive dont les tanks étaient massés près de la frontière. Alors j'ai de la famille en Ukraine, entre Lviv et Kharkiv, donc la frontière polonaise, et quand nous échangeons par Internet, tout au début, ma famille était tout à fait tranquille. Et lorsque nous avons appris que les chars avançaient depuis la Biélorussie d'abord, je pense que comme tout le monde, nous avons été d'abord sidérés. Était-il possible qu'on décide d'envahir un pays et de l'envahir comme ça, parce qu'on a décidé de l'envahir? Ça, c'était, comment dire, un choc. En ce qui concerne ma famille, comme elle est à l'ouest, jusqu'à présent, elle voyait passer des gens qui fuyaient, mais depuis quelques jours, entre Lviv et la frontière, on entend des détonations, on entend des bombes. S'agit-il d'effrayer la population? Sans doute. Alors, nous qui sommes de la vieille diaspora ukrainienne, qui avons été éduqués, qui sommes, comme je l'ai dit, totalement français, nous nous sentons quand même très affectivement liés à l'Ukraine, parce que nous avons appris l'ukrainien, parce que nous en connaissons la culture. Même si nous voyons cette famille éloignée assez rarement, nous sommes attachés à eux. Donc il y a un lien affectif très fort avec l'Ukraine. Il y a un lien culturel, puisque nous parlons la langue, nous connaissons la culture, et puis nous voulons tout simplement aider ceux qui viennent se réfugier en France. Nous voulons les aider par nos moyens, soit matériels, soit en leur apprenant le français. C'est notre façon de participer à l'élan que le peuple français a montré jusqu'à présent, qui est aussi pour nous totalement sidérant et merveilleux. Alors, je vous remercie de ce témoignage. Alors, je sens qu'il y a toute une émotion dans ce que vous exprimez et puis du vécu, enfin le ressenti, l'inquiétude pour votre famille. Alors, face à une inquiétude telle que celle-ci, est-ce que une municipalité, est-ce que les organismes publics, aussi petits soient-ils, parce que finalement le Cateau c'est peu de choses par rapport au conflit international qui se profile, et nous on doit avoir un rôle important, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Est-ce que une ville comme Le Cateau peut apporter concrètement une réponse à ces interrogations? Alors ça me paraît évident, effectivement la question mérite d'être posée, et je peux vous dire que quand les événements se sont précipités, 48 heures après, on était déjà tous bien préparés dans le bureau du maire, Monsieur Siméon, pour trouver, nous, à notre niveau, ce qu'on pourrait faire de rapide et d'intelligent pour une ville de la taille du Cateau.
Alors effectivement, Madame Denisenko, nous avons été rapidement en contact avec elle. Nous avons déjà eu un parcours, vous connaissez un peu les attaches spécifiques finalement de la ville du Cateau avec l'Ukraine, ce qui fait qu'on avait cette base importante pour nous déjà réfléchir à une démarche concrète et pragmatique pour l'Ukraine. Alors effectivement, on a décidé dans un premier temps donc d'axer de développer 3 pôles importants d'aide. Alors la première chose, c'était donc d'organiser cette première collecte qui aura lieu le 19 mars, donc ce samedi au théâtre municipal du Cateau. Une deuxième chose, donc d'ouvrir en rapport donc avec le portail France-Ukraine la possibilité pour les Catésiens d'accueillir donc des familles, donc des parents avec des enfants ou uniquement des adultes. Donc ça, c'est une possibilité pour vous encore aujourd'hui de le faire en passant par la mairie, par la direction du cabinet du maire auprès de Marie. Et puis donc une troisième chose qui pourra après donc se cheviller, on va dire, dans le temps, donc pour j'en ai oublié l'élément. Pour l'aide. Pour l'aide générale, voilà, qui pourra être portée et qui fera qu'on pourra donc amener directement ce qui aura été récolté aussi sur Cambrai pour après partir faire un convoi de récupération en fait avec l'ensemble des intercommunalités. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'après l'émotion légitime qu'on a tous ressentie, qui est exprimée par Mme Denisenko, une aide se met en place. Il faut aussi se poser la question de l'origine de ce conflit. On reviendra après sur le témoignage de Mme Denisenko, sur ce qui peut être fait ou ce qui était déjà engagé. Je voudrais passer la parole à M. Faugeroux pour qu'il nous explique un peu les raisons de ce conflit et puis qu'il nous donne son point de vue. M. Faugeroux est quelqu'un qui connaît bien la situation, qui va pouvoir nous en dire beaucoup. Merci, Monsieur Maréchal. Monsieur l'intervieweur, ça me fait sourire, voyez-vous, parce que j'ai rarement été l'interviewé. J'ai été pendant 33 ans à votre place, mais c'est ainsi. Et je suis très heureux de revenir au studio pour cette édition spéciale, 33 ans après l'édition spéciale que nous avions faite en direct, le jour même ou le lendemain de l'effondrement du mur de Berlin. Nous sommes dans le sujet, nous ne sommes pas hors sujet. Monsieur Pierre Pfimelin, député maire de Strasbourg, premier président du Parlement européen, disait ceci à ses concitoyens de Strasbourg. Depuis 1945, nous pouvions être heureux d'être libres, d'avoir été libérés du joug hitlérien. Nous ne pouvions pas en être fiers alors que nos frères, nos cousins, à 500 km de Strasbourg, tous ceux qui se trouvaient derrière le rideau de fer étaient sous le joug soviétique. Le mur s'effondrait, ensuite il y a eu la révolution de velours à Prague, et ensuite ça a été Budapest et les pays baltes, etc. Et voici que certains nostalgiques de la période soviétique voudraient que la Russie soit une puissance telle qu'elle ne supporte aucune contrainte ou concurrence éventuelle de petits pays, même si c'est très grand, même s'il y a plus de 40 millions d'habitants, Madame Denisenko, hein, et un pays qui est plus grand que la France, qui ne demande rien, qui ne demande qu'une chose, c'est de vivre comme nous, paisiblement, pacifiquement. Hein, personne ne croira, comme disait un de mes confrères, vous allez plaider que la terre est carrée. Quand on me dit que c'est l'Ukraine qui allait envahir et attaquer la Russie, je vais dire de qui se moque-t-on, hein? Bon, personne ne conteste cela. Bref, c'est la misère. Si je viens aujourd'hui exceptionnellement au studio, j'étais ici il y a 33 ans au même endroit. Et à part les lumières et les caméras qui sont bien améliorées, tout est pareil. J'ai pensé à ma mère. En mai 40, à Hasbrook, elle a vu les colonnes de réfugiés belges qui fuyaient les tanks allemands. Si elle était encore en vie, elle aurait plus de 100 ans maintenant, elle me dirait « Jean-Marie, il faut ouvrir la maison ». Donc j'ai rencontré monsieur le maire, il y avait mon ami Mathieu Davoine aussi. J'ai dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne s'agit pas seulement de mettre des drapeaux et puis soutien à l'Ukraine, à la mairie, c'est très bien, mais ça ne suffit pas.
Les Polonais nous donnent l'exemple. Quand les bus arrivent de l'intérieur ou les trains venant de l'Est arrivent à la frontière polonaise, ils ne sont pas beaucoup dans des salles de sport, etc. Les Polonais vont au-devant et ouvrent leur maison. Donc au Cateau, on a les moyens qu'on a, on fait tout ce qu'on peut, mais je mets ce que je peux à disposition, mais ça ne me fait rien, même si on a une chambre d'amis, on peut ouvrir sa maison, mettre 2 assiettes en plus le soir, ou même 3, on aura de la soupe à partager, et ces gens-là, tout ce qu'ils demandent, c'est de ne pas avoir les bombes sur le dos, et les petits-enfants d'avoir le souvenir des sirènes. Donc, c'est magnifique ce que fait la mairie. J'espère qu'on aura une 2e édition spéciale, parce qu'ici, on est un peu contraint par le temps. Il manque des invités sur le plateau. Monsieur le directeur Bruno Villain nous a imposé un format qui ne convient pas, puisque c'est beaucoup trop restreint pour aborder tous les sujets. L'essentiel, c'est que nous ayons Madame Dysenko. Je n'ai pas escorché votre nom, Madame. Denisenko. Hein, Denisenko, voilà, qui nous dit avec émotion, comme tout le monde ici, hein, quand on voit ce qu'on voit à la télévision, on me dit c'est des fake news, vous parlez, c'est un pays, un peuple opprimé. J'ai eu dans mes activités ici contact avec les amis des musées d'Odessa. Voilà, c'est une perle de la mer Noire, il y a des icônes qui sont fantastiques, c'est un trésor de l'humanité, ce sont les personnes âgées, parce que les personnes beaucoup plus jeunes sont au combat, hein, qui descendent dans les caves des trésors de l'humanité, il y a des églises extraordinaires, et je ne sais pas si M. Poutine respectera cela d'une manière ou d'une autre, nous verrons bien. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous aviez dit, parce que vous parliez du mur de Berlin, et nous sommes en 2022. Or, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, a été créée en 1922. Et donc, nous sommes dans le centenaire. Est-ce que M. Poutine n'avait pas dans l'idée de fêter ce centenaire de la création des républiques socialistes soviétiques en effaçant l'Ukraine de la carte et en disant que maintenant c'est la Grande Russie? Je me suis posé la question, je ne suis pas la seule, il y a des philosophes qui se la posent et des historiens également. Cette invasion sans raison, c'est quand même une énigme. C'est une énigme. Alors, je vais simplement dire que pour le Nord, j'ai eu contact aussi avec les gens de Pologne qui sont à Lens, M. Dudański, qui est un grand représentant de la communauté polonaise. Il a écrit un livre extraordinaire, plusieurs livres extraordinaires sur les gens avec l'église polonaise du côté de Lens, etc. Ils ont envoyé des autobus. Hein. À Metz, ils ont envoyé 4 autobus à la frontière. Et il y a une petite ville de 8000 habitants, Kowno, à côté de Thionville. J'ai oublié le nom. Comme il y avait des gens qui étaient des Polonais et des Ukrainiens qui étaient là parce qu'ils ont été dans les aciéries du côté de Thionville, tous les noms en Ange, Ange, etc. Voilà. Donc, ils y sont allés. Nous, on se raccroche, on va faire ce qu'on peut pour ouvrir. Il y a tout de même des actions qui sont faites. Je veux dire, tout à l'heure, il y a l'action du Cateau. Mais je voudrais dire quand même, parce que moi, je vais un peu témoigner pour notre petit village, il ne faut pas perdre de vue que dans les petits villages, il y a des actions qui ne sont pas médiatisées. Moi, j'ai la chance d'être le maire d'une petite commune. Et quand j'étais, bon, pour des raisons un petit peu personnelles, j'étais absent quand c'est la semaine dernière. Quand je suis revenu, j'ai eu la très grande surprise d'apprendre qu'une association a offert du matériel qui était, à mon avis, intéressant. C'était des lits de camp pour les réfugiés. D'autres qui sont volontaires pour organiser des collectes dans le village. Et puis il y a un point qui est assez formidable, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, à savoir la possibilité de mutualiser en fait les efforts. C'est un peu le sens de l'action qui est menée localement pour que tout ça converge et qu'on soit efficace. Alors c'est ça qui est intéressant. Et vous avez aussi évoqué un point qui est extrêmement important et que Mme Denisenko a souligné, c'est que l'Ukraine est un pays de culture. Et là actuellement, ce ne sont pas que des gens que l'on associe, que l'on assassine, c'est aussi une forme de culture. Voilà. Il y a des tas de choses qui sont très intéressantes. Il y a aussi l'accueil chaleureux des Polonais. Vous avez évoqué la guerre de 1940, je ne sais plus si c'était vous qui l'évoquiez. Les Polonais avaient été les premiers à être balayés en 1939, si j'ai bonne mémoire. Et là, aujourd'hui, il y a une histoire qui s'écrit à l'envers.
Alors je pense que on révise avec tout ça, dans la douleur, notre histoire. Je ne suis pas un grand historien, mais je vais souligner un fait. Vous me faites penser. À la suite de la chute du mur de Berlin, il y a eu une tension très forte entre M. Kohl et M. Mitterrand. Parce que M. Mitterrand avait bien dit à M. Kohl, nous ne toucherons pas aux frontières de 1945. C'est-à-dire la fameuse frontière, ce sont deux rivières, Oder-Neiße. Pourquoi? Parce que les Polonais avaient pris 150 km, la Pologne avait glissé vers l'ouest, donc les Allemands qui étaient punis ont été virés de chez eux, sont partis avec une valise, et les Polonais se sont installés là, alors que les Russes, les Soviétiques, Staline, occupaient la Pologne et reculaient de la même façon ces 150-200 km. M. Kohl, parce qu'il ne comprenait pas que M. Mitterrand n'applaudissait pas tout de suite, M. Mitterrand, avec une grande intelligence des relations internationales, et qu'il ne fallait surtout pas toucher à ça, ben, là, la Russie soviétique n'a pas transgressé cette frontière de 1945, qui n'est quelquefois pas juste, avec des problèmes de population qui sont soit germanophones, voilà. Le coup de Hitler avec les Sudètes, hein, bon ben voilà, c'est un prétexte. 1938, oui, et tout puis à fait. Ce qui nous guette insidieusement, c'est une sorte d'esprit munichois. Hein, c'est-à-dire toute faiblesse se paye. Tout à fait. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on peut se dire, moi, ce qui m'importe, c'est l'essence. Je comprends, hein, je me mets à la place des gens, la facture de gaz, etc. Mais, j'allais dire, je ne vais pas vous dire, le fond de ma pensée, je vais vous dire que c'est dérisoire. Oui, je comprends. C'est dérisoire. Là, vous avez des gens qui se font massacrer. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, je voudrais, si je peux me permettre encore, je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est en train de se replier sur nos acquis, en fait, sur une certaine forme de, je dirais, d'égoïsme, de confort. Il y a à côté de nous un peuple qui souffre. Il souffre dans des bombardements. Et je voudrais faire juste un petit rappel de mémoire, parce que il se trouve que dans la région du Cateau, il y a eu des bombardements aussi en 1944, et c'était à Busigny, et j'ai retrouvé les archives. Mais un bombardement, c'est énormément de douleur. Je veux dire, j'ai retrouvé des archives de personnes qui cherchaient d'autres personnes disparues dans les décombres, et je ne peux pas m'empêcher, quand je vois les images à la télévision, de faire ce parallèle. Et je comprends vraiment la douleur, et je pense que vous la ressentez, où elle va émerger, où il y a des gens qui vont chercher à se retrouver tout simplement. Mathieu Davoile ne connaît pas aussi bien que moi l'histoire du Cateau, mais ça, je peux lui expliquer qu'au cimetière, nous avons un monument spécifique pour les victimes civiles, notamment pour les gens de la rue de la Fontaine à Gros-Bouillon, qui sont descendus dans les caves en octobre 1918 parce que les civils n'étaient pas épargnés. C'est un problème des guerres modernes, et 1914-18, ça a été la première guerre moderne. Ceux qui n'ont pas été évacués. Donc, c'est à l'hypérite, ça veut dire que le gaz étant plus lourd que l'air, les gens se sont réfugiés dans les caves et ils ont été asphyxiés dans leur cave rue de la Fontaine à Gros-Bouillon. À côté de chez moi, l'ancien bijoutier Dupuis, il m'expliquait que quand il était gamin, il remontait, puis on nettoyait la poudre jaune, c'était du chlore, c'était de l'hypérite, et ça esquintait les poumons, et ceux qui en prenaient trop, ils mouraient. Voilà, comme dans les tranchées. Alors, les guerres modernes, Waterloo, il n'y avait pas de victimes civiles. Solferino, ça a été une bataille sous Napoléon III, horrible. C'est là qu'Henri Dunant a voulu créer la Croix-Rouge, mais il n'y a pas eu de victimes civiles. La guerre, c'était une affaire de militaires, en gros. Tandis que là, vous avez les civils qui sont des otages et qui sont un argument pour faire plier et faire baisser pavillon quelqu'un qui se défend et qui ne veut rien d'autre que qu'on lui fiche la paix et de vivre normalement.
Tout à fait. Et on a déplacé le curseur des armes, en fait, en utilisant les civils comme une arme contre l'autre. Et c'est ça aussi le drame de l'Ukraine. Je pense que vous le ressentez comme ça. Le problème des guerres modernes. Et c'est quelque chose qui a été expérimenté en Syrie par le même personnage. C'est la faiblesse. C'est une horreur. C'est ce que les historiens, vous savez que l'histoire c'est le temps moderne, là, c'est pas encore historique la Syrie. Mais la Syrie, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Obama n'a pas suivi Monsieur Hollande, qui avait dit c'est une ligne rouge. Vous avez une population d'Alep, vous savez le savon d'Alep, c'était une ville prestigieuse en Syrie, avec les racines françaises, puisque la SDN, nous avions un mandat français. Tout à fait. En Syrie et au Liban. Exact. Bon, on a gazé au chlore et sans doute au sarin des quartiers entiers sans que personne ne bouge. Et les Russes sont arrivés là avec leurs avions, etc. C'est ce que vous évoquiez contre tout à l'heure. les populations civiles. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec le retour de l'esprit munichois. Il a d'abord commencé là. Voilà, parce que Poutine s'est dit, bon, moi je ne suis pas le seul à le dire, hein, quand vous écoutez les grandes chaînes de télévision, c'est pas une demi-heure comme nous avons ici, mais c'est déjà bien. Mais ça dure des heures et des heures, vous avez des grands philosophes, des grands historiens qui viennent expliquer ça. Moi je suis qu'un modeste petit cathésien qui sait simplement qu'il faut faire du barouf. Alors c'est pour ça que j'espère qu'on aura une deuxième émission avec des invités. Je ne dis pas que Mathieu Davoine n'est pas un invité prestigieux, c'est un de mes meilleurs amis. Merci Jean-Marie. Et je suis très heureux de me retrouver avec lui. Même si Monsieur le maire aurait peut-être pu faire un effort, mais on dit toujours, il a des engagements supérieurs. Hein. Bon, bah oui, mais bon. C'est son agenda, c'est pas toujours évident. Ça fait 3 semaines que je la demande, cette émission. Bon, mais elle arrive, c'est bien. Alors, il faudrait qu'on ait l'ancien sénateur Jacques Legendre, parce qu'il était de la commission des affaires étrangères au Sénat. Je ne sais pas s'il était président. Il a été président de la commission des affaires culturelles, mais en tout cas, il faisait partie de la commission des affaires étrangères. Il est allé casquer dans des half-tracks, dans des véhicules blindés de l'avant, avec Gilles Balles à la frontière du Donbass. Donbass qui est très industriel, etc., et qui donne accès à la mer avec Mariupol, etc. C'est là qu'on exporte le blé, etc. C'est la fortune et la fierté des Ukrainiens, le colza, etc. On va affamer le Moyen-Orient et l'Égypte, etc. Bon, c'est horrible. Alors, Monsieur Legendre serait le bienvenu ici. Monsieur Grimaldi aussi, on pourrait l'inviter parce que je ne sais plus quelle était exactement sa fonction, mais je crois qu'il était président des amitiés franco-russes ou franco-soviétiques à son temps quand il a été sénateur. Donc il avait sans doute que, compte tenu de son âge et du temps qui passe, peut-être que tous ses contacts ne sont plus sur Terre et puis qu'il les a perdus de vue. Mais il connaissait bien de nombreux Russes. De Gaulle a toujours dit les Russes, hein, il n'a jamais dit les Soviétiques. Hein, pour lui, ça n'existait pas. C'était toujours la Russie éternelle. Mais je pense qu'on pourra revenir sur. Et puis sur inviter Monsieur le député aussi. Oui, mais je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet-là si les Cartésiens nous le demandent et si on peut l'organiser. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire. Mais je voudrais quand même revenir sur des choses. C'est-à-dire, monsieur, le drame ukrainien vaut bien une demi-heure. Je pense. Je sais bien que la fête foraine. Non, mais c'est pas ça. De place du 3 septembre, c'est bien, mais il y a autre chose. Hein. Je pense que le drame ukrainien vaut plus qu'une demi-heure. Voilà. Mais je pense que même si on prenait 2 heures, on n'y arriverait pas. Oui, raconter l'histoire. Non, mais je dis ça gentiment. Parce que Monsieur Legendre, j'aurais bien voulu qu'il soit là. Je l'avais proposé à Monsieur le directeur, mais pourquoi pas. Mais je comprends bien votre interrogation. S'il peut venir. Je veux dire, aujourd'hui, ce que moi je voudrais faire passer comme message, si vous en êtes d'accord, si vous le partagez, c'est qu'aujourd'hui, on sent déjà des retombées. Ouais, j'ai eu l'occasion de discuter avec un exploitant agricole qui me disait, eh bien, le blé, on ne sait pas où on va aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui s'impose, c'est que les Ukrainiens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas ensemencer, ou ils ne pourront pas le faire. La récolte, elle est foutue, on ne peut pas être en guerre et faire les récoltes. D'ailleurs, on évoquait la Première Guerre mondiale qui s'est passée en pleine récolte, c'était le 2 août 1914. Je veux dire, quelque part, on est en train d'engranger en même temps un certain nombre de difficultés qui vont nous arriver et dont les gens commencent à nous parler.
Alors on a une petite chance, parce que c'est un peu de mon métier, bon, on a une petite chance d'un point de vue énergétique, parce qu'on est à peu près bien préparé depuis les années 70 pour avoir une indépendance énergétique au niveau de l'approvisionnement du gaz notamment, puisqu'on a diversifié les sources, on en est bien heureux aujourd'hui, mais c'est une situation qui ne va pas durer, parce qu'il y a toute une concurrence qui s'installe. Et là, on est dans une période de douleur, excusez-moi Madame Denisenko, qui ne va pas que vous appartenir, qui va nous retomber sur nous en pluie fine. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit d'abord, et j'espère qu'on l'est assez, être solidaire de vos compatriotes et de votre pays, sachant que c'est ce qui nous attend sous une forme ou sous une autre demain. On ne se prépare pas des jours faciles. On sait qu'économiquement, ça va être compliqué. Je pense. On sait que le blé est indexé sur les rendements ukrainiens. Et puis la ressource va manquer. La ressource va manquer. Et effectivement, c'est vraiment un enjeu mondial. Alors tout à l'heure, on parlait effectivement de la Grande Russie, et on voit même des ambitions plus anciennes encore relatives à la guerre de Crimée. On voit bien qu'aujourd'hui, Poutine, éventuellement, quand on pense qu'il a accès aux mers chaudes, Monsieur Poutine a privatisé la mer Noire. Non, mais enfin, je voudrais dire quelque chose sur la Crimée. La Crimée n'est la terre ni de la Russie, ni de l'Ukraine, initialement. C'est la terre des Tatars. Hein. Et, à la fin du communisme, en 1991, les Tatars ont commencé à revenir en Crimée, c'était leur terre. Et, Mustafa Djemilev, qui a été, je ne sais pas s'il est encore, qui était le président des Tatars, a dit que jamais ils n'ont été plus opprimés que récemment, depuis que la Crimée est devenue de nouveau une terre russe. Voilà. Voilà. Donc, il y a ça aussi, il y a toutes ces populations minoritaires, entre guillemets, qui souffrent de ces annexions forcées et qui sont ou évacuées ou obligées de fuir. Oui, de fuir. La Russie est une mosaïque de peuples. Hein. Oui, c'est une mosaïque. C'est pas propre à l'Europe, et c'était important de le souligner. Vous avez raison. Alors, il faut insister sur la tradition au Cateau d'accueil. Oui. Ma mère me disait qu'elle avait eu des élèves hongrois, parce que les parents ont été accueillis au Cateau en 1956. C'était les chars russes soviétiques, les soviets, qui ont réprimé dans le sang la révolte des gens qui demandaient simplement la démocratie et la liberté, parce qu'il n'y a pas eu en Pologne ni en Hongrie d'élections libres. Churchill a dit « L'iron curtain is down », le rideau de fer est tombé. En Pays-Baltes, c'est la même chose. Tout le monde a peur parce qu'il y a eu la faiblesse de l'Occident qui, peut-être, notre président, il essaye d'avoir un dialogue, mais il nous dit que la situation, le pire n'est pas encore arrivé. Tout à fait. Hein? Donc, il ne s'agit pas de forcer le trait et d'en rajouter, mais c'est une réalité. Donc, ne soyons pas dans une sorte... Je veux dire, c'est comme M. Pflimien disait, nous sommes heureux d'être libres. Pouvons-nous en être fiers si nous ne défendons pas suffisamment ce peuple opprimé? Ça commence toujours comme ça, en disant « c'est loin, ça ne nous empêche pas de dormir » et encore. Parce que quand on voit ce qu'on voit, certaines nuits, je me retourne, je dis « mais enfin, c'est pas vrai. En 2022, nous voilà encore en train de revivre. À 2 heures d'avion, comme on dit, ou 2h10 d'avion. On a eu ça avec la Bosnie-Herzégovine. Tiens, on a encore eu un élève de la Bosnie-Herzégovine. Et on a eu les Ukrainiens qui ont été au Cateau. C'était des gens de haute culture. J'étais enfant de chœur avec le chanoine K, et j'ai entendu un dialogue entre la mère supérieure ukrainienne et le doyen K. Figurez-vous qu'ils se sont parlé en latin. Vous voyez à quel niveau nous nous trouvions. Hein, donc c'est des gens exceptionnels. Quand on a reçu les Ukrainiens là, qui ont chanté à l'église, ça a été un moment d'émotion phénoménal. Voilà, donc merci à Beffroi Vision, à tous les Catésiens qui sont copropriétaires de Beffroi Vision, puisque ça leur appartient, c'est eux qui l'ont tout entièrement financé, sur une idée follement que j'ai eue il y a depuis 1986, où on a fêté notre ouverture d'antenne ici. Me retrouver ici, ça m'a fait du bien. Merci. Mais vous êtes chez vous? Merci d'avoir... Oui, non, je suis chez tout le monde. Alors, parce que justement, moi, on s'adresse à tout le monde. Oui.
Je voudrais quand même exprimer très spécifiquement la gratitude des Ukrainiens pour ce que fait la ville de Lekato. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits gestes. Ce sont ces petits gestes de solidarité qui, combinés les uns aux autres, prennent soin du peuple ukrainien. Et c'est aussi pour notre liberté que le peuple ukrainien se bat. Et nous voulons, en Ukraine, on veut la démocratie. Et la paix, vous avez raison. Et la paix. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, on reviendra aussi vers vous régulièrement par rapport à l'évolution de la situation. On sait que c'est compliqué, on commence, nous, à prendre des informations un peu au vol. On a ce désir pour la ville d'accueillir quelques familles, bien sûr. Alors, le faire, oui, mais dans les meilleures conditions possibles, avec la meilleure qualité de vie possible, pour permettre à ces gens qui ne vont pas rester 15 jours, qui ne vont pas rester 2 mois. On sait que ça sera long, on sait qu'effectivement, il y a un protocole spécifique pour l'accueil de réfugiés. Donc, à la taille de notre ville, à la taille de notre agglomération aussi, on fera les choses le mieux possible. Alors, on reviendra vers vous parce qu'on sait qu'effectivement, bien sûr, en cas de guerre, rien n'est organisé. On voit donc les réfugiés arriver par bus, on devine plus ou moins les choses. On sent qu'il y a des villes qui accueillent finalement donc ces bus et on voit qu'il y a un dispatching qui arrive. Alors, sachez que les premières familles finalement sont réorientées généralement, je ne dis pas de bêtises, Mme Lysenko, vers donc déjà des Ukrainiens qui sont installés en France dans des familles. Donc là, voilà, c'est la chose la plus facile pour permettre d'aller vite. Mais on sait qu'effectivement, sur ces quelques bus, qui représentent peut-être quelques milliers d'Ukrainiens qui sont arrivés en France, on attend plusieurs millions de personnes. On sait qu'il y en aura au moins 100 000 en France. Et on dit qu'il y en aura 100 000. Et on dit qu'il y en aura 100 000. Donc effectivement, ça va arriver vite. Nous, on va formaliser notre offre de manière à faire les choses le mieux possible à la taille de notre ville. Et je sais qu'on pourra compter sur tous les Catésiens alors ça nous a beaucoup touchés parce qu'on a eu vraiment un élan de solidarité tout de suite, immédiat. 48 heures, les gens se manifestaient déjà pour faire les choses parce qu'on a, comme disait Jean-Marie tout à l'heure, on a vécu, qui plus que le Cato, qui plus que notre pays du Cambrésis, a vécu les affres des 2 guerres mondiales. Donc il y a cette solidarité qui est très forte. Et soyez sûr d'une chose, c'est qu'on ne manquera pas de revenir vers vous très rapidement pour vous donner des informations et permettre à ces familles de les aider, de les incorporer, donc de les aider au mieux dans leur vie, dans leur future vie catésienne. Voilà. Alors, je crois qu'on va arriver vers la fin de l'émission. Je voudrais vous repasser la parole pour un dernier mot. Je voudrais simplement dire auparavant, au travers des échanges que l'on a eus, c'est que l'histoire se construit, elle se répète parfois, elle bégaye, on repart dans les mêmes erreurs, comme si nous étions incapables de ne rien retenir et de ne rien comprendre. Aujourd'hui, on ressent une émotion très forte vis-à-vis de votre pays, Madame Denisenko, et ce que je constate, c'est que la solidarité se construit. Elle se construit petit à petit, elle se construit localement, elle se construit nationalement, elle se construit avec des hommes de bonne volonté, des hommes et des femmes de bonne volonté, et ça, c'est quelque chose qui, j'espère, est encourageant. J'espère que ce sera suffisant. En tout cas, je pense que sur le plateau, on est tous les trois d'accord pour dire que nous sommes tous solidaires avec l'Ukraine et qu'on nous partageons sa douleur. Et je voudrais, au travers, si je peux me permettre de faire l'interprète de mes compagnons de plateau, eh bien, de vous adresser tout notre soutien et toute notre sympathie pour vous et pour le peuple ukrainien. Voilà, je vous laisse la parole pour un dernier mot. Alors, je vous en remercie beaucoup. Et l'historien Timothy Snyder dit que pour résister à la tyrannie, il n'y a qu'une seule chose, dire non et poser des petits gestes. C'est ce que nous faisons ensemble. Je pense. Nous disons non à la tyrannie. Vous avez déjà organisé un accueil qui va se concrétiser. Vous nous avez expliqué des points d'histoire importants. Nous continuons à dire non à la tyrannie. Nous voulons être libres. Les Ukrainiens veulent être libres. Ils veulent être libres dans leur pays. Merci, Madame Denisenko. Merci. Si vous le permettez, Monsieur le Maréchal, bien sûr. C'est difficile de parler après Madame, tellement c'est une chose extraordinaire de vérité et d'émotion. L'histoire n'est pas la science de l'inutile. Cela, nous en sommes sûrs. Nous savons que les faiblesses se payent. Il faut surtout que l'Occident ne soit pas faible. Face à un dictateur, une sorte de tyran, qui cherche tous les prétextes pour asseoir, j'allais dire, son impérialisme, puisqu'on parle toujours de l'impérialisme américain. Bon,
Là, on voit l'impérialisme en marche. Absolument. Alors, peut-être que mes mots sont insuffisants, je les cherche tellement je suis ému après vous avoir entendu, madame. Je remercie M. Maréchal et mon ami Davoine d'avoir été présents, et je suis sûr qu'il m'aidera à essayer de joindre M. Legendre, M. Grimaldi, et que nous aurons enfin M. le maire ici sur le plateau. Peut-être quand nous accueillerons les premiers Ukrainiens, voilà, ce serait l'occasion. On aura l'occasion de revenir. Hein, ben, il viendra, je blague toujours vis-à-vis de M. le maire, mais c'est bien, voilà. Merci pour ce dernier vœu, et puis mesdames et messieurs, très bonne fin de journée, et puis pensez à l'Ukraine, ce sera quelque chose de très bien et de constructif. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.